On a la chance cette semaine de recevoir l'entraîneur-chef d'Équipe Canada Junior au prochain championnat mondial. Mon ancien entraîneur, un ami de Max et Bruno, André Tourigny, en direct de... C'est une question quiz? Oui. Une question... Oui. Il est à Edmonton présentement et on peut regarder derrière lui, là, quand tu as une chambre d'hôtel, qu'il y a beaucoup de lumière comme ça, là, c'est parce que tu as réussi en quelque part. André, comment ça va? Ça va bien, vous autres, les boys? Ça va très bien, ça va bien. Très bien. Merci. Là, justement, on parle de ça parce qu'on te voit partout présentement, mais souvent dans ta chambre d'hôtel. Tu es encore en confinement, le deuxième de ce camp-là. Parle-moi donc comment ça a été, là, ces confinements-là, puis comment tu peux rester actif, proactif, continuer à avancer dans tout ce qui est le processus d'Équipe Canada. Oui, tu vois, c'est une des bonnes choses de la pandémie. Je pense qu'on a appris à travailler avec la technologie. Tu sais, si tu m'avais dit, il y a 5 ans, on va faire des meetings, ou là, on va faire des meetings sur nos unités spéciales, on fait du vidéo à travers Zoom ou des affaires de même. J'aurais dit c'est impossible, j'aurais pas cru à ça, j'aurais pas aimé ça, j'aurais pas pensé que ça pourrait être bon. Puis maintenant, ben la technologie, la pandémie nous a appris à travailler avec ça. Puis, honnêtement, les gars, c'est une nouvelle génération, tu sais. Je suis plus vieux que vous autres, mais vous êtes quand même dans l'autre génération. Tu sais, les gars, à cette heure, se parler sur FaceTime, se parler sur Internet, ces choses-là, ça fait partie de leur vie. C'est leur façon de vivre. Donc, honnêtement, ils ont organisé des tournois. Tu sais, quand je dis ils, je parle des joueurs. Là. Ils ont organisé des tournois de poker, ils ont organisé des team builders, ils ont organisé des soirées où on a eu du fun, que ce soit à jaser, il y avait des thèmes, des quiz, toutes sortes d'affaires. Donc, honnêtement, nous autres, de notre côté, on a fait des workouts 2 fois par jour. Un, si tu veux plus en force, un, ça peut être du yoga ou du spinning. Puis, on a fait un meeting par jour, les coachs. C'est un meeting à peu près même pas une demi-heure, c'est entre 15 et 20 minutes. On fait un petit peu de vidéo, on parle d'une couple de choses au niveau du hockey, on peut parler de leadership, on peut parler de différentes choses. Puis en soirée, ils ont leurs activités. Donc, honnêtement, ils ont un horaire tous les jours, mais c'est pas un horaire qui est trop chargé. Donc, ça lui permet d'avoir du fun ensemble puis de passer le temps. Wow, c'est quand même différent comme situation, tu le mentionnes. Surtout pour les joueurs, moi, je me questionnais beaucoup comment garder la forme. Tu sais, c'est 14 jours, là, c'est 4 jours de plus. Comment tu fais? Tu sais, tu peux être dans ta chambre, tu fais des push-ups, des activités comme ça, mais le temps peut être très, très long, là. Définitivement. À 10 h le matin, là, on a un entraînement. Là, notre gars notre strength and conditioning coach, là, Adam Douglas, il fait un entraînement, c'est tout avec ton poids corporel. Donc, ça dure à peu près 45 minutes à 1 heure, tout dépendamment de ce qu'il fait. Puis, écoute, c'est pas... c'est quand même des exercices que tout le monde peut faire, mais c'est les gars, ils ont chaud. Là. Les gars, ils en ont assez. Puis, avec le yoga puis le spinning dans l'après-midi, je pense que ça permet un bon équilibre. C'est pas la même chose que aller s'entraîner au gym en arena, ces choses-là, mais dans les circonstances, c'est surprenant. Moi, André, j'aimerais savoir, parce que là, tu sors du processus de sélection à travers tout ça, là, à travers le confinement, puis être pris dans la chambre, vous avez dû choisir la meilleure équipe possible pour représenter Équipe Canada. Je t'ai entendu parler à iCoach Hockey D. Je trouvais ça super intéressant. Tu parlais du Canadian Way, tu sais, la façon canadienne de jouer. Parle-moi un peu de cette façon canadienne-là, puis qu'est-ce qui établissait tes critères de sélection pour ces gars-là? C'est une bonne question, Bruno. Pour nous autres, ce qui est... On parle tout le temps jouer de la bonne façon. Jouer de la bonne façon. C'est quoi jouer de la bonne façon? C'est comme le mot culture. Présentement, tout le monde utilise le mot culture. Ouais. C'est quoi tu veux dire par culture? C'est quoi exactement bâtir une culture? Là, n'importe qui peut... Toutes les équipes Pee-Wee au Canada parlent de culture. Ouais, mais c'est quoi vraiment une culture? C'est quoi vraiment jouer de la bonne façon? Donc, on a établi... ça a commencé avec Dom Ducharme, une couple d'années, quand il a coaché l'équipe Canada, justement, il a amené ce qu'il appelait, lui, des principes. Puis on a développé à partir de là, comme lui, il les a sûrement améliorés. Nous autres, on les a amenés notre saveur, si vous voulez. Puis on a sorti 10 points vraiment que pour jouer pour l'équipe Canada, c'est ces 10 points-là qui est important, dans le fond. Parce que le système... Si tu as des bonnes habitudes, nous on les appelle nos habitudes, si tu as des bonnes habitudes, c'est facile de jouer dans le système. Le système, au bout de la ligne, ça peut pas remplacer des mauvaises habitudes. Si ton système est pas bon,
regarde les habitudes, puis probablement que c'est là que ça va faire la différence. Donc, on parle d'avoir des bons anglings, on parle de reloader above the puck, on parle de discipline, on parle de bloquer des shots, on parle d'être ses mises au jeu, d'être prêt à ses mises en jeu. On a 10 points comme ça. Donc, c'est là-dessus vraiment qu'on a bâti nos entraînements, puis qu'on a emmené l'enseignement durant les matchs inter-équipes. Si on pense que si nos gars jouent de cette façon-là, le système, ça va rentrer assez facilement. J'écoute ça, là, tes critères, j'aurais sûrement pu faire l'équipe. Ça demande aucun talent. Exact. Les critères ne demandent aucun talent. C'est ça. Exactement. J'ai pas entendu faire des buts, faire des passes. C'est parfait. C'est exactement ce que je faisais. C'est ça que j'aimais, Max. Tu faisais ça. Exactement. C'était simple, c'était pas beau, mais c'était bon. Tu sais, il y a des années un petit peu plus difficiles avec l'équipe Canada. Là. Je me rappelle, là, il y a une période plus creuse un petit peu. On peut penser que peut-être qu'il avait perdu ces habitudes-là ou la culture, comme tu dis. Mais aussi, il ne faut pas oublier l'émergence du hockey international. Tu sais, les autres pays, là, ils se sont améliorés. Est-ce qu'il y a des choses dernièrement? Moi, je me rappelle Canadian Way, dans mes années, en 2004, parce que moi, j'ai fait l'équipe. Bruno, mon gilet, il est là en arrière. Mais bon, ça, c'est d'autres choses. Et dans nos années, c'était vraiment... L'équipe Canada allait... on chipait plus la rondelle, on frappait, on intimidait, puis les autres équipes se tassaient. Exact. Maintenant, est-ce que Hockey Canada a un petit peu pris la façon dont les Russes jouent, les Suédois, les Finlandais? Comment vous êtes ajustés comme ça? Ça, c'est une très bonne question, Max. Félicitations à votre question. Merci beaucoup. C'est rare, je me fais dire ça. Elle est bien écrit, André, il était capable de la lire. Non, mais c'est... le hockey a changé. Première des choses... les joueurs ont changé. Tu sais, Max, quand tu as commencé ta carrière, là, les gars qui faisaient ce que toi tu faisais, c'était pas des gars de deux premiers trios. Tu avais rarement un gars de deux premiers trios qui bloquait des shots, qui était un des meilleurs en back-check dans ton équipe, qui était vraiment dédié à rester en arrière du puck sur le breakout, exemple, de pas tricher ou quoi que ce soit. Tu sais, c'était vraiment... Il y avait deux catégories de joueurs. Il y avait les top six, il y avait les bottom six. Ouais. On disait tout le temps, si tu es capable de faire jouer tes six meilleurs comme ton bottom six, ton équipe va avoir du succès. Maintenant, si tu regardes la Ligue nationale, c'est différent. C'est différent. Tout le monde le fait. Mm-hmm. Si tu regardes maintenant les nominations pour le joueur défensif, c'est des gars comme Patrice Bergeron, comme Kopitar, comme Ryan O'Reilly. Mais ces gars-là, c'est pas des bottom six, c'est des top six. Mais tout le monde joue de la bonne façon. Tout le monde a compris que si tes meilleurs joueurs bloquent des shots, si tes meilleurs joueurs sont les meilleurs en repli, en échec avant, ces choses-là, tu vas avoir du succès comme équipe. Puis c'est la clé. Donc, je pense que ça a commencé justement par une discussion à un moment donné avec Daniel Alfredson, que Alfie disait que, tu sais, en Suède, il joue à 4 trios, puis tout le monde, il n'y a pas de rôle spécifique comme au Canada. Au Canada, comme Max vient d'expliquer, tu sais, avant, Équipe Canada, tu avais un troisième trio qui a probablement un trio défensif, un quatrième trio qui amenait de l'énergie, puis tu avais des deux premiers trios. Maintenant, c'est plus ça. Je pense que ça a commencé à changer à Salt Lake City. Je pense que Wayne, de son expérience peut-être à Nagano ou peu importe, lui, il en est que, écoute, il n'y a pas un joueur qui fait 100 points qui n'est pas capable de bien jouer défensivement. Ouais. Lui, dans sa tête, c'était comme ça. Puis, je pense que le hockey s'est développé que maintenant, les meilleurs joueurs, tu sais, si tu prends Brendan Gallagher, c'est un gars de deux premiers trios, mais c'est quoi qu'il fait pas ça là? Il se replie, il travaille, il bloque des shots, il frappe, il dérange, il fait un petit peu de tout. C'est pour ça qu'on l'aime, vous allez me dire, mais ça reste que tous les joueurs doivent maintenant être complets dans leur game. Il n'y a plus vraiment de spécialistes comme avant. On disait, OK, lui, c'est un ailier. Dans sa zone, il est assez tranquille, mais en zone neutre, il ne veut pas le puck, mais en zone offensive, il shoot le puck. Ça n'existe plus, ça. Le hockey a changé. Et ça, j'aimerais mettre un petit apostrophe là, pour les gens à la maison, les jeunes joueurs de hockey qui nous écoutent. Là, c'est le coach d'équipe Canada Junior qui dit ça. Donc, c'est pas parce que tu domines quand tu es pee-wee, bantam. Il faut quand même que tu apprennes à bien jouer défensivement et jouer la game complète. Mais justement, parce que tu parles que maintenant, ça vient de tous les joueurs. Ça fait au-dessus de 10 ans que tu as cette expérience-là avec Équipe Canada, que ce soit les moins de 18, les moins de 20 ans, assistant coach, etc. Est-ce que c'est une culture qui fait que c'est un peu plus facile de faire comprendre les différents rôles? Parce que là, tu te ramasses à essayer de bâtir la meilleure équipe au pays.
Tu as des joueurs de plus de 100 points l'année dernière qui ont été coupés. Il y a des joueurs qui vont devoir se trouver justement dans des rôles différents dans une équipe. Est-ce que c'est plus facile d'instaurer ça, de placer ces joueurs-là dans différents rôles, ou ça reste tout le temps le grand défi des camps de sélection comme ça quand tu te ramasses avec l'élite? Ça reste un grand défi. C'est un processus. Hockey Canada, maintenant, ils ont les moins de 17, les moins de 18, les moins de 20. Puis je pense que c'est de répéter le message tout le temps. À tous les ans, on monte des séquences là, du championnat du monde des hommes ou la Coupe du monde ou les Olympiques. Puis j'ai fait remarquer aux joueurs cette année que sur le 4e trio aux Olympiques à Vancouver, il y avait des gars qui vont être au Hall of Fame. C'est des gars qui vont être au Hall of Fame. Pas des bons joueurs, là. Des Hall of Famers. Ouais. Des gars comme Joe Thornton, des gars comme ça. Là. Des gars comme Ryan Getzlaf. Là. Des gars qui vont avoir marqué l'histoire du hockey, qui ont gagné la Coupe Stanley, qui ont gagné des médailles d'or. Ça, c'est des gars de 3 4e trio. Fait que, quand tu es un bon joueur junior, c'est le fun. Good for you. Félicitations. Tu as peut-être été drafté 15e overall ou 10e overall national. Félicitations, c'est pas tout le monde qui accomplit ça. Sauf que ça reste que. Sois humble, reste terre à terre, parce qu'il y en a, eux autres, qui ont été draftés premier overall, qui ont joué 1000 games dans le national, qui ont fait 1000 points dans le national, puis ils jouent sur la 4e trio pour le Canada, puis ils ont du sourire pendu jusqu'aux oreilles. Donc, je pense que ça l'aide à vendre le rôle. Puis, c'est tous des bons joueurs. C'est tous des joueurs offensifs, c'est tous des gars qui jouent en powerplay, c'est tous des gars dominants dans leur équipe junior. Il faut lui faire comprendre dès le départ que, écoute, il y a quelqu'un qui va jouer sur la 4e trio, puis il y a quelqu'un qui va jouer en piqué, puis le gars qui joue en powerplay, il est peut-être pas meilleur que toi. C'est une question d'opinion. Peut-être que Johnny, à côté, il pense que toi, t'es meilleur que lui, puis je dis pas qu'il a pas raison, mais je dis juste qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui prend des décisions, puis tu as un rôle qui va être assigné, puis mais qu'on chante l'hymne national sur la ligne bleue, si on fait ce qu'on a à faire, il n'y a personne qui va se souvenir de qui était dans quel rôle. Tu sais, Max, je me souviens que tu as joué pour l'équipe Canada, mais quelle ligne que tu étais? Je ne sais pas, là. Je m'en souviens pas. 3e. Je sais que tu as gagné. 3e, mais c'est ça, j'avais fait 100 points l'année précédente. Là. Exact, donc, et c'est pour ça que j'ai fait l'équipe. En fait, moi, c'était ma force. Je remercie Benoît Groulx de m'avoir préparé à ça. Max, c'est du Compagne national et ça a passé par l'équipe Canada Junior. Donc, écoute, André, on est à Montréal. On aimerait quand même te poser une question sur Caden Goulet, le nouveau joueur qui a été repêché par le Canadien de Montréal. Tes impressions de son camp, puis qu'est-ce qu'il apporte à ton équipe? Il est bon. C'est pas un flasher, c'est pas un gars qui va arriver au camp et que le monde va aller s'asseoir et après la game, vont parler seulement de lui, mais c'est le genre de gars que t'aimes pas jouer contre. C'est un gars qui il est physique, il passe bien le puck, il lit bien le jeu, puis il frappe. Il y a ce Main Street-là, ce petit edge-là qui... Il n'aime pas ça, là. Il n'aime pas ça se faire frapper, puis quand il frappe pour faire mal. Donc, comme je dis, c'est pas juste un gars qui frappe. C'est un gars qui bouge très bien, il lit le jeu, il coupe des jeux, il joue bien défensivement. C'est la nouvelle génération des défenseurs défensifs. Caden Goulet, c'est un exemple dans ce style-là. C'est pas un gars qui va rouler ton powerplay, mais c'est un gars qui va être très dur à jouer contre. C'est le genre de gars que tu arrives sur le premier face-off, puis OK, il est là, l'autre bord, là, tu vois que c'est ton match-up pour la soirée. Tu dis, ouais, OK. Il y a eu des soirées plus fun que ça. Le contraire de Bruno, le 15 joueurs. Non, mais André, moi, je veux savoir, là, on a parlé beaucoup d'équipe Canada. Moi, je veux savoir, toi, personnellement, ça fait longtemps que tu baignes dans le coaching, tu as eu du succès partout où tu es passé. Est-ce que tu envisages encore de retourner dans la Ligue nationale? Est-ce que c'est un objectif pour toi? Et est-ce que tu vois que la position d'entraîneur qui continue tout le temps d'évoluer, est-ce que tu penses que ça va changer le nombre d'entraîneurs derrière le banc parce que la charge de travail augmente? Est-ce que ça a beaucoup évolué depuis ton dernier séjour dans la Ligue nationale? Est-ce que tu vois ça encore continuer à changer au niveau de la spécialisation de certains entraîneurs? Ah, c'est sûr que ça va continuer à changer. Je pense que c'est un petit peu... maintenant, l'entraîneur-chef pourrait quasiment l'appeler un coordonnateur, dans le sens que tu travailles avec tellement de monde, tellement de spécialistes, puis c'est normal parce que, tu sais, ici, là, exemple, Michael Dick s'occupe de notre power play. Dicker, là, il passe 10 heures par jour à s'occuper de notre power play, puis s'assurer qu'il amène les bons éléments, puis les face-off, puis finish your route, puis etc. J'exagère quand j'ai 10 heures par jour, mais le principe est qu'il vraiment focus sur
s'assurer que les face-offs sont efficaces puis que le power play est efficace. C'est les 2 mandats. Donc, je peux pas faire un aussi bon job que lui sur le power play en mettant la moitié du temps que lui il peut mettre parce que faut que je m'occupe de d'autres choses. J'ai d'autres choses à m'occuper. Je m'occupe de notre jeu à 5 contre 5. Je m'occupe des joueurs individuellement, de créer une connexion avec eux autres, de y parler. Ben, maintenant, tu sais, comme quand j'étais au Colorado avec Max, je m'occupais du piqué, je m'occupais des défenseurs. Tu sais, c'est ça que je faisais à temps plein. Pat, il y avait d'autres préoccupations, il y avait un autre job, il y avait d'autres choses à faire. Tu sais, moi, je focusais vraiment là-dessus. J'étais préparé. Quand le piqué arrivait, j'étais préparé. Tu sais, c'était ma job. Fait que c'est maintenant ça, là, OK. Quand tu remontes, quand j'ai commencé à coacher, c'était pas comme ça, là. C'était beaucoup plus général, c'était moins tactiquement. Avant, il fallait convaincre les joueurs de jouer dans un système. À cette heure, là, si j'arriverais dans une équipe, je dirais, ouais, le système, pour moi, c'est pas important. Moi, je ferais 2 semaines, les joueurs me mettraient dehors. Ils diraient, hey, lui, il sait pas de quoi il parle. Les joueurs veulent être structurés, ils veulent jouer dans une structure. Donc, leur cas a changé. Puis maintenant, tu as besoin de spécialistes. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est le développement des habiletés individuelles, les skills, les mental coach, pour justement s'assurer que le joueur il est préparé mentalement, il est focusé, il est capable de parker ses idées négatives, toutes ces choses-là. Je pense que c'est ça qui s'en vient. En plus, bien entendu, des stats avancées là, qui continuent à se développer dans le hockey. Mais je pense qu'au niveau là, de coacher les joueurs, c'est au niveau des skills puis au niveau du mental là, que ça continue à se développer puis que ça sera pas bien long que le mental coach ou le coach de vie, ou appelle-le comme tu veux, il va faire partie du coaching staff. Ah ouais. Je te lance une idée comme ça. Là, tu es entraîneur-chef aussi pour les 67 d'Ottawa. Serais-tu pour l'idée, là, ça vient un petit peu du champ gauche, j'ai lu un petit peu là-dessus, de peut-être, à cause de la COVID et tout ça, je pense qu'il serait peut-être temps de canceller le draft NHL complètement pour cette année et là, d'arriver et de l'an prochain faire un repêchage de 19 ans et de garder peut-être, si tu veux repêcher un 18 ans, tu t'en vas dans les 3 premiers, mais de garder un repêchage complètement à 19 ans et qu'après ça, ça reste dans le temps comme ça. Parce qu'on parle souvent que c'est difficile d'aller puis de recruter un jeune qui a 17 ans, tout ça. Est-ce que tu serais pour ou contre cette idée-là? Bien, je serais pour, Max, c'est à développer de comment. Est-ce que c'est la première ronde, tu as le droit, c'est les 18 ans, puis après ça, c'est après la première ronde, c'est après les années 19 ans. Ce que les gens doivent réaliser, c'est que la marge d'erreur serait beaucoup moins grande dans les repêchages. Maintenant, ton choix de deuxième ronde, là, ton choix numéro 40, c'est un gars qui est prêt à jouer dans la Ligue nationale tout de suite. Tout de suite. C'est un gars là, c'est un gars qui va être prêt à Romanov, exemple, là, il aurait été drafté cette année. Il est prêt à jouer. Là. Mm-hmm. Ça aurait été le draft de cette année. Il aurait peut-être sorti en première ronde, mais il aurait peut-être été le premier choix de la deuxième ronde aussi. Puis, t'as un joueur qui est capable de t'aider tout de suite. Donc, ça changerait les transactions aussi. Puis, quand tu penses à ça, ça veut dire que ça serait logique. Ça veut dire que maintenant, il y aurait beaucoup moins d'erreurs au repêchage. Ça veut dire que... Parce que présentement, il y a beaucoup d'argent qui est donné à des joueurs qui jouent dans l'East Coast. Là. Au niveau de la Ligue nationale, au niveau du développement des joueurs, ces choses-là, s'ils drafteraient juste en première ronde des 18 ans, ben après ça serait après 2 années de 19 ans. La valeur des choix de deuxième ronde, puis les joueurs seraient plus prêts à jouer dans la Ligue nationale. Puis moi, ce que j'aime en tant qu'intervenant dans le hockey avec des jeunes juniors, c'est que tu garderais les jeunes motivés. Là, le gars qui n'est pas drafté à 17, qui n'est pas drafté à 18, là, faut qu'il soit fait fort. Faut qu'il soit fait fort, il faut qu'il continue à persévérer, etc., etc. Puis ce qui n'est pas normal, parce qu'en bout de la ligne, il devrait jouer pour l'amour du sport, puis il devrait se rendre compte qu'il n'y a pas juste la Ligue nationale, il y a les réseaux universitaires qui s'en viennent, il peut y avoir l'Europe, il peut y avoir les mineurs de la Ligue américaine, ces choses-là. Puis le développement peut se faire plus tard. On a plein d'exemples là, qu'on peut nommer, là, que ce soit les Yannick Gourde ou n'importe quoi, Marchessault, etc., etc. Il y a une tonne de gars. Moi, les 3 premiers gars que j'ai coachés, qui ont fait de la Ligue nationale, il y en a rien qu'un qui avait été drafté. Puis ce gars-là, il a été mis ses waivers une couple d'années plus tard. Puis finalement, il a eu une très belle carrière, c'est Jason Pominville. Mais Marc-André Bergeron n'a jamais été drafté, puis Pascal Dupuis n'a jamais été drafté. Puis c'est des gars qui ont passé par la Ligue américaine, la East Coast, puis même chose pour Burroughs. Fait j'en ai une tonne d'exemples, mais il y a plus. Ce qui est malheureux, c'est que j'aurais une tonne d'exemples aussi à vous dire qu'il y a des gars qui, après pas avoir été draftés à 17 ans, ils ont baissé les bras, puis ils ont arrêté de compétitionner, puis ils ont arrêté de jouer pour l'amour du sport. Puis... Le sport du hockey est un sport à développement tardif.
Ça, c'est présentement, c'est une sélection hâtive, un sport de développement tardif. Là, je comprends ça, j'aime bien ça. Mais justement, quand tu parles de ça, là, tu parlais de... Tu as mentionné les déceptions pour certains de ces gars-là qui ne sont pas repêchés. Tu en as eu quelques-uns dans ton camp. Moi, je veux revenir rapidement sur ce que tu viens de vivre dans le processus de sélection parce que tu as eu le côté le fun, là, tous ceux-là qui avaient leurs parents ou un ami ou Brent Seabrook qui appelait, puis il parlait, puis il annonçait la nouvelle qui faisait l'équipe. Mais les circonstances ont fait qu'il y a dû avoir des coupures qui ont été très difficiles à faire. Comment tu as vécu ces coupures-là? Puis y en a-tu une qui vraiment est venue te chercher un peu plus qu'un autre à cause de ces circonstances-là? Je pense qu'il y en a eu deux. Il y a eu Xavier Simoneau qui était plate parce que Xavier, il a mérité sa place au camp. Définitivement, sans l'ombre d'un doute. Dans un camp, dans une année très, très compétitive où il y avait... La Ligue nationale ne jouait pas, donc il n'y avait pas tant de place que ça pour les invitations. Je pense qu'on a invité 26 attaquants, il y en avait 21 qui étaient des premiers choix de la Ligue nationale. Ça donne une idée. Puis Xavier était un de ceux-là qui avait été invité. Donc, qu'il n'ait pas la chance d'être sur la glace et de se prouver, ça faisait mal au cœur. L'autre, bien entendu, couper un joueur des 67, Graham Clark, qui a eu un très bon camp. Il a 5 points en 4 matchs. Comme j'ai dit à mes partners, connaissez-vous bien des gars que un de leurs joueurs de leur équipe junior est venu au camp qui a plus qu'un point par match et qui a été retranché. Ouais. Je pense que celle-là, Grammer, c'est tellement un bon gars, ça m'a vraiment brisé le cœur. Ouais, tu l'as dit, André, aussi en réponse à une question qu'il n'y a pas une grosse différence entre le 7e meilleur attaquant et le 26e, et ça, c'est le bassin de talent au Canada. Donc, on sait que tu es occupé, André. Merci beaucoup pour ton temps. On aurait pu faire un 3-4 heures avec toi. On va le refaire ensemble, ça ne sera pas à télé. Merci, bonne chance pour le tournoi. Ramène-nous l'or, André. Merci, boys. Merci de m'avoir eu avec vous autres. J'ai eu bien du fun. Merci, boys. Merci, André. Mais je trouve ça génial. Puis tu l'as vécu parce que dans ces coupures-là, là, ils ont coupé le meilleur pointeur l'année dernière de la Ligue de l'Ontario, plus de 100 points, parce que c'était de réussir à trouver un rôle, de le faire fitter en quelque part. Tu l'as mentionné, tu as eu ton expérience où tu avais fait 100 points la saison précédente, gagnant de la Coupe du Président à 18 ans, tu as le trophée Guy Lafleur, tu étais sur ton gros high, tu arrives là, puis tu as un rôle d'énergie que tu as pris. C'est pas tout le monde qui a eu cette ouverture-là. C'est quelque chose d'être capable de s'ajuster, puis ça t'amène tellement comme joueur. Parle-moi, j'aimerais ça que tu me contes un peu ton expérience. Je l'ai entendu plein de fois, là, tu m'écœurais avec ça, mais parle-moi de ton expérience de ça, d'être capable d'accepter un rôle, puis de dire, OK, gars, tasse la fiche, puis on met un chandail, puis on fait tout ça en équipe. Bien, je pense, dans tout ça, il faut être assez mature pour être capable de s'ajuster. Et non seulement ça, juste arriver. Le but, là, c'est d'arriver. Et André l'a dit, c'est pour ça qu'on l'a mentionné pendant l'entrevue, et j'ai voulu faire un apostrophe. Écoutez ça, les joueurs Pee-wee, Bantam, Midget, parce que c'est là que le travail commence. Le but, là, c'est d'arriver là avec les compétences requises, défensivement, joueur complet, intelligence hockey, pour être capable de le faire match après match dans ta propre équipe, pour pas que tu arrives là-bas puis que tu es juste le gars qui fait le power play. Et là, OK, il faut que je commence à bloquer des lancers ou jouer pour ton équipe. Non, ça commence tôt, ça. Toutes les équipes recherchent un joueur complet. En même temps, ça rajoute une corde à ton arc parce que tu vas déjà pouvoir jouer à 16 ans. Bien, tu peux jouer sur un 4e trio. Ouais. 17, 2e, 3e. Après ça, tu arrives, tu peux jouer l'avantage numérique, désavantage numérique. Ça te donne du temps de glace. Alors, développe-toi en tant que joueur de hockey complet, s'il te plaît, mon jeune. D'accord? Mais c'est parce que ça n'arrête jamais. Tu sais, t'as beau dominer, puis même si tu fais ta place sur l'équipe Canada Junior, comme encore un de ceux-là qui est supposé compter des buts, tu arrives au camp de la Ligue nationale, c'est encore une fois une petite fenêtre. C'est très court pour faire tes preuves. Il faut que tu réussisses à aller chercher des points partout. Si toi, tu as une façon d'avoir du succès, puis cette fois-là, ça ne clique pas. Ou le gars que tu as sur ta ligne, ça ne clique pas, mais tu ne peux pas rien faire d'autre, tu es menotté, fait que c'est facile de te tasser. Tu as des coches contre toi, ils te tassent. Fait que ce soit un camp de sélection, que ce soit un échange. Tu l'as vécu être échangé, tu arrives d'une nouvelle équipe, c'est un nouveau scénario, c'est une nouvelle situation complètement. C'était pas grave de t'ajuster pour faire, bon, attends une minute, le gars, moi, je joue avec ce trio-là, puis de comprendre le concept d'équipe, comment moi, je peux fitter là-dedans. Mais c'est encore des prises contre toi. Fait que les gars qui ont un talent énorme, combien de gars qu'on a côtoyés qui ont un talent énorme, puis qui peut-être une saison, quelques matchs ici et là, puis qui sont pas capables de coller nulle part parce qu'ils sont pas capables d'ajuster leur façon de faire. Moi, j'en ai un qui me vient en tête, Rob Schremp. Ouais. C'est un talent de fou. Ce qu'il a fait de junior, c'était fou. Puis un méchant bon gars. Puis présentement, c'est écœurant ce qu'il fait. Il parle du développement puis de créer des façons offensivement.
C'est génial ce qu'il fait. Mais lui, ça a été juste ça. C'était un talent fou, mais il s'attendait d'avoir cette chaise-là. Il attendait que la chaise lui soit donnée. Puis après ça, il aurait été incroyable. Mais il n'a jamais été capable de la gagner. Fait qu'il n'a pas été capable de faire le reste puis de le comprendre. C'est beau être capable de marquer 4 buts dans un match, mais il ne faut pas que tu en donnes 5. Tu comprends? Exactement. Il ne faut pas qu'à chaque fois que tu sois sur la patinoire, bien, que tu coûtes un but parce que tu es mal placé, que tu triches, des choses comme ça. Donc, j'espère que ça a été quand même intéressant pour les jeunes joueurs de hockey, mais aussi, moi, ça m'amène... je suis excité présentement de t'entendre, Bruno, jaser des championnats mondiaux juniors, parce que c'est toi qui vas faire l'analyse. De A à Z, Ça va être incroyable. Ça commence bientôt, les matchs hors concours. Après ça, tout le tournoi à partir du 25. Il y a des matchs le 25 cette année. Mais ça va être le fun à suivre, cette équipe-là, parce que cette année, c'est 20 choix de première ronde dans l'équipe Canada. C'est 20 choix de première ronde. Puis là-dessus, tout le monde va avoir leur rôle, tout le monde va avoir leur façon pour essayer d'aider l'équipe. Mais le talent était quoi? C'est sûr que Lafrenière n'est pas là, présentement, puis il a fait tout ce qu'il avait à prouver au niveau de ce tournoi-là. Mais le talent, là, partout, les équipes, là, les puissances qu'il y a, là, ça va être le fun. Ça va faire du bien de voir l'action, de voir du vrai hockey live. Oui, ça va faire du bien en tabarouette. Alors, merci tout le monde d'avoir été là pour la section podcast balado de Max et Bruno. Et si vous n'avez pas vu le show de Max et Bruno de cette semaine, allez le regarder à la semaine prochaine, les mercredis à 19h. Merci beaucoup et bonne semaine.